Alexis? Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci infiniment d'être présents avec nous ce soir. Je suis Alexis Jonaye, directeur du bureau HEC Paris pour la zone Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Je suis particulièrement heureux de partager ce moment avec vous. Merci à la direction générale et au conseil d'administration de HEC Paris. Pour ce webinaire, nous avons invité le professeur affilié Étienne Krieger, professeur d'entrepreneuriat à HEC Paris, pour réfléchir avec trois intervenants sur la problématique de la gestion de trésorerie en période d'incertitude, en période de crise. Comment orienter nos décisions, nos prises de décision dans cette incertitude que constitue cette crise. Étienne sera en compagnie de trois intervenants. Reda Benjeloun, qui est entrepreneur, PDG du groupe Hightech. À côté de Reda, nous avions également invité Adama Touré. Adama Touré, qui est associé gérant de Sea Investment. Puis enfin, Talibi Aydra, qui est associé et PDG du groupe S3 Investment. Nos trois intervenants accompagneront le professeur Étienne Krieger pendant 1 heure de temps. J'espère que c'est 1 heure, on a retenu. Et au cœur de cela, nous aurons également l'occasion d'avoir un échange avec les participants. Merci à vous tous, vous avez le floor. Merci Étienne, la parole est à toi. Merci beaucoup Alexis et merci à mes invités d'aujourd'hui pour partager leur expérience sur le pilotage de la trésorerie et sur la gestion des financements en temps de crise. Donc, la structure de l'exposé sera la suivante. Je vais être assez bref, ce qui n'est pas tellement mon habitude. Et je vais introduire cette conférence en partageant d'ailleurs un article que certains d'entre vous ont lu qui est paru ce matin sur ce thème même. Et ensuite, nous avons décidé avec Alexis et avec mes collègues d'HEC de laisser la parole à 3 anciens d'HEC, des jeunes anciens qui sont diplômés de l'executive MBA tous les 3, pour qu'ils nous partagent leur expérience de financiers et d'entrepreneurs. Et ensuite, si nous avons encore le temps, nous allons partager quelques réponses avec l'auditoire. Voilà, mais a priori, nous en avons pour 1 heure. Premièrement, si vous pouvez vous présenter très rapidement Reda, Talibi et Adama, au-delà de la présentation d'Alexis, donc quelles sont les activités de votre entreprise en termes de volumétrie, d'effectifs, de chiffre d'affaires, de localisation. On va commencer par Reda. Très bien, bonjour Étienne et bonjour à toute l'équipe. Donc nous, on opère dans le secteur de la distribution IT et des services associés. Le scope géographique, c'est l'Afrique subsaharienne. Nous, on est bien concentré, mais on travaille sur toute l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud inclus. On est 120 collaborateurs répartis sur 7 pays. Donc voilà un peu pour une présentation brève de notre secteur d'activité. Merci Reda, et on suppute qu'une partie de votre activité doit être un peu contracyclique, donc certaines ont dû être impactées et d'autres ont dû être favorablement impactées puisque la digitalisation de l'économie et le télétravail est en marche. Alors Talibi, à vous. Talibi Aydra, Paris Modula 2014. Je suis entrepreneur depuis 2013. Je suis dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Auparavant, j'étais dans la téléphonie mobile et dans un cabinet d'audit. 15 ans après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat après ma formation à HEC. Le domaine du bâtiment S3I, c'est un groupe de 4 entités. Il y a un promoteur constructeur immobilier, une agence immobilière, une entreprise spécialisée dans tout ce qui est travaux de VRD, voirie et réseaux divers, et ensuite une holding qui s'occupe de tout ce qui est structuration financière, assistance technique, et ainsi de suite. Donc, c'est un effectif à plein temps de 70 personnes avec des travailleurs intérimaires qui vont jusqu'à 200 en fonction des saisons. Donc, nous sommes sur un volume d'activité avec un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros par an. Nous sommes sur des programmes immobiliers. Depuis le démarrage de nos activités, nous sommes aujourd'hui à environ 700 logements construits livrés. Et on suit un nouveau programme de 730 logements qui a démarré, dont 280 déjà construits.
voilà, en gros, nous présenter l'activité d'S3I. Et pour terminer, en 2015, on a été lauréat du prix d'excellence du meilleur promoteur immobilier de Côte d'Ivoire. Merci. Merci infiniment. Donc, on a une très belle galaxie d'activités et on intuite qu'effectivement, une partie de l'activité a été d'emblée impactée, ce qui a nécessité des mesures correctrices dont on parlera tout de suite. Alors, Adama, j'ai eu le privilège de l'avoir eu comme étudiant et d'avoir été son tuteur de mémoire de thèse professionnelle qu'on appelle Capstone, même si l'élève en savait déjà beaucoup plus que le maître en matière de finance. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, merci Étienne. Effectivement, moi, j'ai fait l'exécutif MBA fin de semaine en 2014. Et après, j'ai lancé un projet entrepreneurial qui est TripAfrique, qui a couvert à peu près 11 pays, essentiellement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Cameroun et aux alentours. Et aujourd'hui, je suis CEO d'un groupe qui est beaucoup plus franco-ivoirien, qui est à la fois dans le secteur de l'exportation de la NACAD, mais également aussi dans le secteur de la microfinance. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler de la partie sur l'exportation. Sur la partie exportation, on a à peu près une trentaine de salariés avec une usine qui est basée dans le nord de la Côte d'Ivoire, un chiffre d'affaires qui est à peu près de 2 milliards de francs CFA aujourd'hui. Étant société exportatrice, effectivement, la crise du coronavirus a touché de plein fouet cette activité. Donc, on va un peu montrer qu'est-ce qu'on a fait, en tout cas, pour gérer notre trésorerie sur cette période. Merci beaucoup Adama. Alors donc quelques propos introductifs et alors pour avoir une image, pour prendre la température de notre auditoire, on a prévu 3 questions sur la première étant est-ce que c'est selon vous le bon moment pour entreprendre donc dans la situation actuelle? Donc question très simple, est-ce que à votre avis adage boursier il y a des adages boursiers qui sont parfaits pour illustrer cela. Est-ce que, selon vous, c'est le bon moment pour créer ou pour entreprendre en général? Je vois que les conférenciers ne peuvent pas voter, donc je ne peux pas biaiser. Évidemment, j'ai un avis sur la question. On va se prendre 30 secondes, 45 secondes. Et ensuite, mes collègues vont directement afficher les résultats. Je pense que si tu es d'accord, Étienne, on est à 80% de réponse. Magnifique, merci infiniment. Si tu peux les afficher. Ah, magnifique, j'adore. Donc, vous êtes plutôt optimiste et effectivement, les périodes d'instabilité ou d'incertitude maximale sont des paradis pour les entrepreneurs à condition de savoir capter, on va le voir avec nos intervenants, des mutations majeures et de les transformer en propositions de valeur. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, c'est est-ce que vous envisagez en tant qu'entrepreneur de revoir votre modèle économique ? Ou est-ce que vous pensez continuer comme avant en vous disant ça va bientôt être la reprise et puis finalement, pas besoin de changer fondamentalement un business model et l'équation de profit qui va avec? Adrien, est-ce qu'on a suffisamment de réponses? On arrive à 80%, oui. Magnifique. Alors, vas-y. Et partager les résultats. Et oui, nécessité de changer son business model, le statu quo et la politique de l'autruche est difficilement compatible avec ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va surtout vivre par la suite. Parfait. Et la troisième question, donc, est-ce que vous pensez que la raréfaction des financements va durer 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, ou vous ne savez pas?
Un certain nombre d'investissements ont déjà été stoppés. Est-ce que vous pensez que cette raréfaction des financements va durer 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois ou réponse indéterminée? Adrien? On est à 78%. Je mets fin au sondage et je publie. Une petite majorité pense que ça sera finalement une crise de faible ampleur ou une crise financière, une crise de liquidité de faible ampleur. J'espère qu'ils ont raison. Mes collègues diront comment ils ont anticipé, quels sont les scénarios qu'ils ont pris. J'ai d'autres collègues à HEC qui font des parallèles assez inquiétants entre la crise actuelle et la crise de 29. Donc, nous verrons bien. Voilà, merci en tout cas. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, typiquement, mes collègues et moi, nous avons interrogé des dizaines de dirigeants d'entreprises, de créateurs et de dirigeants d'entreprises, de petites, de grandes, moyennes entreprises, dans tous les secteurs. Et en règle générale, les budgets que vous avez faits, les business plans que vous avez faits fin 2019, début 2020, ont été tous à mettre à la poubelle. Parce que le carnet de commandes s'est parfois effondré, a été divisé par 2 ou par 3. Un certain nombre de fournisseurs ont été complètement bloqués, ce qui a nécessité de prendre un certain nombre de mesures correctrices que j'ai détaillées dans mon article et qui ont été reprises d'ailleurs, et dont mes collègues d'ailleurs ont repris aussi certaines parties. Et donc, la première était déjà de sécuriser à la fois les débouchés, mais aussi la chaîne de production. La deuxième, évidemment, quand votre activité est impactée, c'est de redimensionner l'ensemble de l'entreprise, internaliser un certain nombre de choses, s'adapter à la nouvelle charge de travail, éventuellement réduire les coûts fixes si cela s'avère être complètement surdimensionné par rapport aux perspectives de chiffre d'affaires et de marge. Ensuite, il y a effectivement des tendances de fond qui se sont accélérées, notamment le télétravail qui avant était une donnée plutôt optionnelle et qui s'est complètement imposé, notamment dans le secteur tertiaire. Ensuite, et certains de mes collègues sont encore beaucoup plus financiers que moi, il est nécessaire d'anticiper des crises de liquidité et d'avoir suffisamment de cash. Et on va voir que ce souci de la trésorerie va rythmer notre exposé. Et au final, évidemment, il s'agit plus que jamais de faire de la stratégie. Mais la stratégie consiste à ce moment-là à ne plus du tout tabler sur des projets aléatoires et préserver l'essentiel, c'est-à-dire maintenir des projets stratégiques qui ont un horizon de revenus à court terme. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est une opportunité absolue de repenser son business model et à travers son modèle économique, de se poser la question sur qu'est-ce qui fait la quintessence de votre différenciation et qu'est-ce qui fait la quintessence de votre proposition de valeur, puisque si vous n'avez pas une proposition de valeur qui est dûment quantifiable, chiffrable, mesurable, votre pouvoir de négociation et votre pouvoir de pricing et in fine vos marges seront extrêmement aléatoires. Ce qui veut dire qu'au final, il faut refaire un business plan, pas du tout une sorte de plan quinquennal soviétique, mais effectivement, il faut faire un business plan en se reposant toutes ces questions des marchés adressés, de la concurrence, du positionnement, de la proposition de valeur, des besoins, des ressources. Et cela, il faut évidemment l'accompagner de prévisions commerciales et de prévisions financières avec un souci sur des prévisions à très court terme et quand même effectivement conserver une ambition à long terme. Et donc, ceci va nous ramener et à un compte de résultat prévisionnel et à un plan de financement. Je vais passer très vite parce que l'objet d'aujourd'hui n'est évidemment pas de vous faire un cours de comptabilité et de finance, et mes collègues le feront bien mieux que moi, mais juste pour vous dire qu'évidemment, on ne peut pas s'arrêter à un compte de résultat prévisionnel, et ce qu'il faut absolument, c'est regarder la capacité d'autofinancement de l'entreprise, cette CAF qui porte bien son nom, qui est ce que vous toucheriez si vous étiez payé au comptant et si vous payiez l'ensemble de vos charges et de vos fournisseurs au comptant. Et donc ça, c'est le résultat net, plus la dotation aux amortissements
d'investissement qui est une écriture comptable qui n'a pas d'impact financier. Et donc, cette capacité d'autofinancement communique avec le plan de financement et c'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'un vrai financier va regarder, puisque là, on retrouve par contre l'ensemble de vos besoins de financement qui sont vos investissements, qui sont la variation de votre besoin à fonds de roulement, donc l'argent qui est dehors et qui peut être colossal si vous travaillez avec des grands comptes, avec des entreprises qui vous payent à plusieurs mois. Le besoin peut aussi être la capacité d'autofinancement si l'entreprise est déficitaire. Évidemment, il faut aussi trouver les remboursements d'emprunts, les éventuels paiements de dividendes et en face, vous n'avez pas 36 catégories de ressources. Vous avez du capital, vous avez le compte courant d'associés, vous avez cette capacité d'autofinancement quand elle est positive, les nouveaux emprunts et éventuellement des avances remboursables et des subventions. Et votre talent de financier et de chef d'entreprise va être de synchroniser vos levées de fonds avec les principales étapes du développement de votre entreprise et d'anticiper ces besoins de financement pour ne vous trouver en aucun cas dans des situations de crise de financement. Et donc, évidemment, il s'agit de faire un calcul de point mort, de seuil de rentabilité, mais ce calcul économique, donc il est le niveau de chiffre d'affaires qu'il faut faire pour commencer à faire des profits, ce n'est que le bout du premier tunnel. Ce qui est absolument déterminant, et dans mes discussions préparatoires avec mes collègues, et notamment avec Reda, nous en sommes revenus à quelques adages financiers du type « cash is more important than your mother », voilà, et où le chiffre d'affaires, c'est de la vantardise, le profit est quelque chose d'appréciable, mais la seule réalité, c'est le cash, c'est la trésorerie. Et donc, vous ne couperez pas à des prévisions de trésorerie, et je connais très peu de chefs d'entreprise qui n'ont pas vu la mort de près plusieurs fois avec des situations de trésorerie tendues, et ça vous donne des réflexes de saine gestion qui est d'anticiper ça et d'avoir une visibilité de cash à plus de 6 mois pour ne pas prendre des décisions dans des périodes de crise absolue comme nous en avons actuellement. Voilà. Et donc, vos marges de manœuvre, et c'est là on va justement les résumer dans ce propos, elles sont liées au cash que vous générez, elles sont liées à vos investissements, elles sont liées à des flux opérationnels et à des flux financiers, mais vous verrez qu'avant de rentrer dans des flux de financement, il faut avant tout se soucier effectivement de la capacité endogène de votre entreprise à générer des free cash flow, donc ce fameux excédent brut d'exploitation, moins la variation du besoin en fonds de roulement. Et c'est là que mes collègues vont pouvoir partager leur expérience. On va commencer avec l'activité de Reda. Donc, Reda, est-ce que vous avez été impacté tout de suite? Est-ce que vous avez refait vos budgets tout de suite? Je sais que vous avez une culture financière. Comment est-ce que vous avez abordé cette situation, passé les premiers moments de sidération? Super, merci Étienne pour les explications que vous venez de donner, de partager. Donc j'aimerais bien que vous passiez la slide que j'ai préparée. En fait, c'est très très intéressant parce que l'auditoire a dit à plus de 51% qu'ils estimaient que la crise allait durer entre 6 et 12 mois. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Bon, ma perspective est différente. En regardant un tout petit peu ce qui se passe, on estime la perte sur les derniers chiffres que j'ai lus entre 20 et 25 trillions de dollars. Donc, on estime la perte liée au Covid à 25 trillions de dollars. Et je partage l'avis de certains qui se disent qu'on est plus à une période de 1929 qui pourrait même amener à une période similaire à celle qu'on a connue en 1939-1945. Donc nous, on est parti vraiment sur un scénario qui est un scénario pessimiste. Ça ne veut pas dire que c'est celui-ci qui va se passer. Et on a anticipé le pire. Et donc là, je recommande à tout l'auditoire de vraiment s'attacher à lire l'article que vous avez écrit et qui a été publié dans les Échos Solutions, très sincèrement, que j'ai repris et en fait que j'ai essayé de développer pour montrer qu'est-ce que nous avions fait au niveau de high-tech. Donc, en partant du principe qu'on va tous être amenés à avoir une crise économique et que le cash est la seule chose qui peut changer la donne. On a connu des entreprises profitables qui ont fait faillite, hein. Donc des entreprises profitables qui ont fait faillite, des entreprises qui ont eu de la croissance du chiffre d'affaires et qui ont fait faillite parce qu'elles étaient sur un manque de liquidité.
Donc, sur les points liés au cash flow, donc le cash flow lié aux opérations, ce que nous, on a fait, évidemment, le cash flow, l'amélioration liée à la marge et l'amélioration liée à l'augmentation du chiffre d'affaires sont un peu plus compliquées. D'ailleurs, quand on regarde un peu les statistiques à l'heure actuelle, quelles que soient les industries, on a plus de la perte de revenus qu'autre chose. Donc, on a des pertes entre 10 et 86%, et peut-être que mes collègues partageront leur point de vue. Bon, nous, au niveau de high-tech, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de tirer avantage du fait que le Covid a généré d'énormes problèmes au niveau de la supply chain mondiale. Et donc, du coup, il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Nous, avant le Covid, on avait du stock. Donc, on a pu améliorer, on a mis en place en fait un focus sur le stock qu'on avait. Donc, je rappelle que High-Tech travaille dans le domaine de la distribution. Donc, le stock est un élément crucial. Donc, en demandant aux équipes de faire un focus sur le stock disponible, on a pu travailler en fait sur l'augmentation des ventes parce qu'il y avait pénurie sur le marché. Le deuxième point qui est plus sous notre contrôle, c'est l'optimisation du BFR. Donc, on a évidemment mis une task force pour monitorer le BFR. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a limité tous les encours. On a réduit les délais de paiement qu'on accordait historiquement aux clients en passant sur des choses qui sont beaucoup plus raisonnables. Et on a organisé une réunion bi-hebdomadaire avec tous les stakeholders, donc la direction commerciale, la direction financière et la direction générale, pour monitorer le recouvrement. Parce qu'on avait de l'argent dehors et évidemment, en anticipant les risques financiers qui sont d'actualité, on a essayé de récupérer le maximum de cash. Donc, Reda, ouais. En ce qui vous concerne, vous avez un BFR qui est d'ordinaire substantiel. Il y a certaines entreprises qui ont des BFR qui représentent quasiment un tiers de leur chiffre d'affaires, voire davantage. Est-ce que chez vous, le BFR est significatif ? Le BFR est significatif, oui, mais il est significatif, mais nous, on opère sur des marges qui sont très faibles et sur de la rotation et du volume. Donc, le risque, il est dans l'inventaire et il est dans le cash collection. Le souci, c'est que vous pouvez augmenter votre marge, vous pouvez augmenter vos ventes. Si derrière, les industries du marché en fait, sont en train de se casser la figure, ben vous mettez un risque, vous le décalez juste de 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Donc, monitorer l'inventaire et monitorer le cash collection ont été des choses stratégiques qu'on a mis en place dès le début de la crise et que par ailleurs, je recommande à tout le monde de monitorer. Donc, on a même modifié les KPI des équipes pour être sûr que tout le monde, toutes les équipes comprenaient bien l'importance de ces éléments-là. Donc ça a été au niveau du cash flow lié aux opérations. Évidemment, l'ajustement des charges salariales pour les entrepreneurs. Nous, on a décidé dès le départ de ne pas mettre de personnes au chômage technique. Donc, c'est quelque chose qui, fondamentalement, j'ai préféré ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien de mettre des gens au chômage, mais nous, on a décidé de ne pas le faire. Par contre, on a utilisé les congés des ressources non essentielles. Donc, on a identifié les ressources qui étaient non essentielles dans l'équipe et on a expliqué à tout le monde, et tout le monde le comprend, c'est un phénomène qui est mondial. Pour donner le maximum de durée de vie à l'entreprise, on a demandé aux gens de prendre leur congé. Donc, c'est quelque chose qu'on a utilisé. Le cash flow lié aux investissements, dont vous parlez aussi dans votre article, évidemment, on a supprimé tous les CAPEX non essentiels. Donc, les CAPEX, c'est toutes les dépenses liées au capital. Donc, évidemment, la rénovation des bâtiments qu'on avait entamés, on les a stoppés, les achats de véhicules, tous les investissements de ce type-là, on les a fait. Ça va dans la logique aussi de préservation du cash parce que c'est du cash dont on va avoir besoin. On ne doit faire aucun investissement de ce type-là. Et enfin, on a travaillé sur le troisième pilier qui est le cash flow lié au flux financier. Donc, les dividendes des actionnaires, évidemment, on les a rencontrés pour leur expliquer. On comprend tous, on ne va pas pouvoir distribuer des dividendes si derrière, on est en train d'essayer de préserver du cash et d'anticiper une crise économique qui va arriver. On a renégocié des lignes de crédit exceptionnelles qu'on n'avait pas dans nos lignes de crédit avec les banques. Donc, la mise en place de crédit spot, même si l'entreprise n'en avait pas besoin à court terme, on les a négociés par anticipation au cas où on se trouve dans une crise justement de cash. Donc là, on a des lignes qui sont actives et on a été accompagné par les banques. Enfin, le dernier levier donc, pour préserver du cash
liés aux flux financiers. On a utilisé les leviers liés aux plans locaux qui ont été mis en place par l'État. Donc, typiquement, tout ce qu'on pouvait décaler en matière de paiement de charges sociales. Là aussi, il y a énormément à prendre. Ça dépend des industries parce qu'en fonction de l'industrie dans laquelle on travaille, l'État donne plus ou moins de support à ce niveau-là. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais l'idée, c'était vraiment de montrer en fait les 3 axes, les 3 piliers qu'on a utilisés pour pouvoir préserver du cash et anticiper ce qui va se passer en aval de tout ça. C'est absolument parfait. Merci beaucoup, Reda. Enfin, c'est pour ça que j'adore de toute façon intervenir au sein de l'exécutif MBA à HEC parce que les étudiants en savent souvent beaucoup plus que le prof et finalement, nous, on est les catalyseurs d'une discussion stratégique. Mais on voit qu'effectivement, c'est des mesures qui ont été rapides. Il y a eu une scénarisation. Vous avez tout de suite pris une sorte de worst case parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, avec une volonté de préserver le cash, avec une discussion avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les actionnaires, les employés. Donc, gros travail du dirigeant, gros travail de motivation. Il ne s'agit pas simplement de prendre des décisions désincarnées sur un fichier Excel. Et donc, heureusement que vous aviez du stock. Le stock, c'est évidemment du service au client, mais le stock, l'inventaire, comme vous dites, ça mange de la trésorerie. Par contre, quand on en a, c'est un avantage compétitif à condition, effectivement, de servir des clients qui ne sont pas ce que mon collègue Patrick Leblanc appelle des clients toxiques, qui vous payent à plus de 120 jours, parce que ça, c'est absolument mortel et je ne parle évidemment pas des impayés. Alors, Talibi, vous êtes dans une activité qui a été directement impactée puisqu'un certain nombre de chantiers ont été mis à l'arrêt directement. Donc, comment est-ce que vous avez réagi? Quelles sont les discussions que vous avez eues avec quelles parties prenantes en interne et en externe? Quelles sont les décisions que vous avez prises pour faire face? Merci Étienne, merci Reda pour sa brillante présentation. Nous sommes dans le domaine de l'immobilier. On produit, on commercialise des logements. Le vrai challenge pour nous, c'était comment assurer la production des logements dans un contexte de trésorerie tendue. Donc, on a agi sur les différents niveaux du cash flow, comme Reda l'a dit tout à l'heure. Déjà, on est parti du principe qu'il fallait maintenir les effectifs. On n'a pas envisagé de chômage technique. On a utilisé les mêmes mécanismes, congés, prolongés pour les uns et les autres, du personnel non effectif. On a mis en place un télétravail présentiel. C'est un peu subtil. En même temps, nous sommes PME, demander aux collaborateurs de rester chez eux pour travailler, on n'est pas sûr de l'effectivité du travail toujours. Donc, on a organisé les transports du personnel en respectant les mesures barrières, les gestes pour les ramener au bureau, pour pouvoir continuer à travailler. Ça évite les problèmes de soucis de connexion Internet et solutions. C'est qu'on a une bonne connexion au bureau. Donc, ça a permis de maintenir une partie des équipes. Deuxièmement, ça c'est au niveau HR. Au niveau des équipes sur le terrain, on a essayé de confiner un certain nombre d'ouvriers parce qu'on a des ouvriers qui travaillent sur le terrain. Ceux qui étaient volontaires continuent à faire le job au chantier pour ne pas bouger, ça, tout en dans le respect des mesures barrières. En gros, nous, on a 2 leviers de financement de nos activités. Le crédit bancaire, où on discute une ligne de financement qui est débloquée par tranche en fonction de l'avancement de nos chantiers. Et on a un deuxième schéma qui est la VFA, le paiement à l'état d'avancement. Ça, c'est les clients. En fonction du paiement des clients, on fait la production de logements. Sur le premier volet, avec la crise, on a eu une interruption plus des paiements clients. Et là, ça s'est senti sur ces travaux. Deuxièmement, on était en cours de négociation de la mise en place de nouvelles lignes dans un contexte assez incertain. Les banques, ça a mis un peu de temps pour mettre en place. On s'est dit certainement, les nouveaux financements vont certainement venir après la période de confinement. Donc, face à cette situation de revenus, de trésorerie assez limitée, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait repenser notre business model. On avait expérimenté quelque chose en début d'activité en 2013 qui était une production en régie. L'idée, c'est qu'on achète tous les matériaux de construction, on produit nous-mêmes, on n'emploie que de la main-d'œuvre. Ceci nécessite une vraie expertise métier. On l'avait testé, on a expérimenté, ça fonctionnait, mais depuis 2019, on est passé en sous-traitance pour aller un peu plus vite. Avec la crise, la sous-traitance a un coût supplémentaire, il y a du cash additionnel, il y a une marge additionnelle à payer. Il fallait réduire l'impact de la sous-traitance. Donc, dans le nouveau business model, on a arrêté pratiquement tout ce qui est sous-traitance pour revenir à notre premier modèle qui est la production en régie. Ce qui nous a permis de gagner un peu en termes de cash.
Donc, en termes de décaissement, ça réduit le volume de décaissement et une partie des marges a été transférée chez nous. Ça nous fait de la charge, mais en effectif limité, ça fonctionne très bien. Et deuxièmement, ça suppose de réorganiser toute nos supply chain, toute la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'on reprend beaucoup de charges. Il fallait tous les matériaux de construction, avoir une équipe sur place qui puisse gérer, coordonner et tout ça. Et on avait des lignes de crédit. On savait très bien qu'on allait atteindre rapidement, sans entrer de cash, rapidement les plafonds des lignes de crédit. Mais là où on avait encore de la marge de manœuvre, on a fait des stocks de sécurité pour continuer à fonctionner pendant 2 ou 3 mois. Ces stocks, les approvisionnements ont été faits. Ensuite, on allait vers nos principaux fournisseurs. Ce qui est intéressant de signaler, c'est d'avoir une très bonne relation avec le fournisseur, une relation de confiance. En période de crise, c'est extrêmement utile. Quand on est régulier, on est réglo en termes de règlement avec le fournisseur. En période de crise, on a de bons accords. On allait voir les fournisseurs, on sait qu'ils sont également impactés par cette situation. Les encours ont été prolongés, on a négocié des délais fournisseurs sur une période de 2 ou 3 mois, mais les nouveaux achats ont été faits cash, qui seront liés au décaissement que les clients vont faire. Donc là, on a eu un accord. En même temps, on ne paralyse pas totalement l'activité de nos fournisseurs. On a eu un délai pour l'encours existant avant la crise, mais pour le nouveau, on essaie d'avoir des délais un peu plus courts, de telle sorte à maintenir le flux d'approvisionnement. Une fois que ça a été fait, les équipes ont été organisées. On a regardé les activités non essentielles, les chantiers pour lesquels les clients étaient en retard de paiement, parce qu'on faisait une production de masse, on est revenu à une production optimisée liée à des paiements, à la situation de chaque client. Le commercial a fait un travail de l'état d'avancement des paiements clients. Donc, c'est le commercial qui a fait le planning de production, donc qui est lié au cash. Donc, sur cette base, on a mis en place un planning de production. Il y a certains travaux qui ont été abandonnés et d'autres ont été privilégiés. Et on s'est rendu compte qu'en période de crise, l'immobilier reste quand même souvent un investissement refuge. Donc, on allait dénicher 2 ou 3 clients qui étaient un peu confiants, qui pouvaient investir avec l'assurance qu'une priorité soit accordée à leurs travaux. C'est ce qui a été fait. Donc, ces clients nous ont donné une bouffée d'oxygène en termes de cash. Et deuxième phase, en attendant que les négociations avec les banques puissent se finaliser pour les déblocages des secondes lignes, il fallait continuer tout de même la production parce que ce qui sera plus délicat, c'est la reprise. Il faut se donner les moyens pour continuer à produire, pour ne pas qu'à la reprise, on soit à la traîne. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a continué à produire ici les logements pour lesquels les clients étaient aptes à continuer le paiement. On a appelé ce qu'on a fait du recouvrement empathique. On a appelé certains clients d'abord. La première des choses, le premier message, c'est de s'acquérir de leur état de santé. Est-ce qu'ils ont été impactés par le Covid, la famille, et ainsi de suite. Une fois que cet environnement, cette discussion se déroule bien avec le client, on revient, on leur pose la question. Nous sommes en phase de planification de notre production. Seriez-vous prêt à ce qu'on poursuive la construction de votre logement? C'est le client qui prend la décision. Et ça a tout de suite fonctionné, quoi. Tous les clients, 80% des clients contactés. On vous remercie pour votre démarche. C'est une démarche humaine. On veut continuer. On ne pourra pas faire des paiements en masse, mais en fonction de nos capacités, parce qu'on a redéfini nos priorités, on va faire des paiements pour ne pas que nos chantiers soient à l'arrêt. C'est ce qui nous a permis de maintenir le flot de construction. Ensuite, pour terminer, donc le recouvrement, on a continué. On a mis l'accent ensuite sur tout ce qui est bancaire. Ça nous a donné du temps. On avait du temps en nous pour répondre aux questions, pour les tirages, pour les prochains tirages, pour préparer l'après-crise. Voilà en gros comment ça s'est passé. On a pu maintenir toutes les équipes. Il n'y a pas eu de chômage technique, de licenciement. On a pu maintenir notre rythme de production jusqu'à ce jour. On se dit, avec la crise, on se donnait un horizon de 6 mois. On s'est dit, toute l'année 2020, la crise va perdurer. Donc, on a réorganisé toutes nos capacités de production. Et sur un des éléments importants clés, qui est les parpaings, parce qu'on fait nos constructions avec les parpaings, on était en phase de déploiement d'une usine de production de parpaings. Donc là, on a accéléré les travaux. On sera aujourd'hui dépendant, ça va nous permettre de réduire considérablement le coût. Mais voilà, on a fait une acquisition en Italie de 7 unités de production qui seront opérationnelles le mois prochain. Et là, ça va nous permettre de monter en capacité de production et réduire les charges, améliorer nos marges et améliorer par conséquent notre trésorerie. Voilà, en gros, j'espère n'avoir pas été trop long.
Merci infiniment, Talibi. Le BTP est un secteur cher à mon cœur et c'est un secteur très capitalistique. Et alors, merci pour ce témoignage qui montre plusieurs choses. C'est que, premièrement, au-delà de la planification financière, la clé, c'est la confiance. Ça, c'est un autre article d'ailleurs qu'on pourrait partager à l'issue de cette conférence. C'est mon sujet de thèse. Mais je n'étais pas allé jusqu'à la conception de recouvrement empathique avec des clients pour les mettre en situation finalement eux-mêmes de choisir le type de rythme de développement, ce qui leur donne la main et ce qui permet à vos commerciaux, parce que c'est au niveau de chaque affaire finalement qu'il faut rescheduler, qu'il faut reprogrammer l'ensemble des chantiers et des paiements et donc un alignement parfait des ressources de l'entreprise avec la production et la génération de cash. Alors là, si ce terme n'est pas revenu au moins une cinquantaine de fois dans cet exposé, et donc également une reconfiguration de l'entreprise pour rapatrier de la charge, pour éviter de licencier, et ça a permis même d'éviter du chômage partiel ou de l'activité partielle, comme disent certains chefs d'entreprise. Et j'ai découvert avec vous aussi la notion de télétravail présentiel, ce qui est absolument remarquable, mais on voit au fil de l'eau qu'à la fois il y a une reconfiguration d'activité, il y a des saisies d'opportunités, et le propre d'un entrepreneur, c'est de saisir des opportunités, et dans ce secteur-là, effectivement, quand on n'a pas la matière première, eh ben ça ne fonctionne pas, et donc de la même manière que Reda avait du stock, eh ben vous, dans votre domaine, vous avez décidé, pour préparer le coup d'après, d'internaliser et de réduire votre dépendance par rapport à du parpaing. Et je salue effectivement cette décision de vous intégrer vers l'amont, ce qui est un mouvement stratégique tout à fait rationnel. Et donc, à la fois, vous avez reconfiguré l'entreprise pour piloter au plus près au jour le jour, et préparer l'avenir, parce qu'à ce moment-là, effectivement, le bâtiment a aussi cette notion, cette dimension de valeur refuge, mais ça nécessite effectivement d'aller voir des clients qui ont de l'argent et qui veulent le redéployer, et donc d'avoir un pilotage au plus près des segments et au plus près du paiement. Donc, merci infiniment pour ce témoignage. Et donc, on va terminer la galaxie des témoignages avec Adama, qui est également un financier émérite. Et donc, Adama, donc tu avais plusieurs exemples que tu pouvais développer. On va en prendre un qui est complémentaire finalement des activités de Talibi et de Reda. Qu'est-ce que tu as été amené à… Tu peux te remettre en mute? Oui. C'est bon? Oui. OK. Merci, Étienne. Bon, effectivement, j'ai plusieurs activités, mais j'ai décidé de prendre celle-là parce qu'elle résume un peu qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut avoir comme impact de face lié au Covid. Et deuxièmement, des décisions qui sont difficiles à prendre. Ce sont des situations qui sont arrivées aussi à d'autres entrepreneurs là qui nous écoutent. Moi, depuis le mois de novembre, j'avais déjà un peu planifié mes charges, mes coûts sur les 6 prochains mois. Donc, que je vais prendre tout à l'heure, est plutôt une activité cyclique. Donc, il y a la période d'achat, plutôt à partir de février, on achète, on stocke et après, on commence à délivrer. Et après un moment donné, après 6 mois, il n'y a pas vraiment grande activité. Donc, c'est une activité qui est cyclique déjà. Donc, ces genres de situations-là, c'est un peu le cas annuel pour beaucoup d'entreprises. Mais Covid, c'est un peu spécifique. Donc, ayant fait ceci, j'ai regardé, quand la crise est arrivée, j'ai regardé où sont mes charges fixes. Et l'essentiel des charges fixes, c'est dans la main-d'œuvre. C'est dans la main-d'œuvre. Et j'avais recruté du personnel parce qu'on avait fait un contrat à façon avec un gros client hollandais sur du volume. Donc, j'avais commencé à recruter du personnel. Je ne peux pas garder ce personnel-là lorsque la demande commençait à baisser. Ce client a commencé à dire, bon, OK, vu qu'on a une visibilité très faible sur le marché, on va peut-être postponer le début d'exécution du contrat à façon. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est maintenant qu'on va commencer à exécuter. Donc, moi, très clairement, la charge fixe était au niveau de la main-d'œuvre. Donc, j'ai pris la décision de mettre une bonne partie du personnel au chômage technique. Et évidemment, il y a toutes les mesures d'accompagnement que j'ai fait avec eux. J'ai pris le temps de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on faisait cette mesure-là et qu'on serait prêt à les réengager dès que la situation s'améliorerait. Ils ont compris.
Il y a même une partie qui a préféré dire que non, je préfère travailler et ce que vous nous donnez, on va essayer de négocier une charge salariale qui sera variable en fonction des entrées de l'entreprise. Donc, il y a une partie qu'on a mis au chômage technique et une partie qu'on a gardée avec la possibilité de pouvoir avoir une charge variable quelque part sur leur salaire. C'est vraiment la poche la plus importante. Premier élément. Donc, ça, vraiment, j'étais obligé de faire cette mise au chômage-là parce que notre activité est d'abord exportatrice. L'essentiel de ce qui est produit en amont est vendu à l'étranger. Donc, l'Europe étant fermée, les États-Unis étant fermés, de facto, nos clients ne pouvaient pas recevoir aussi facilement nos produits. Donc, je ne pouvais pas me permettre financièrement de pouvoir garder des charges qui étaient trop importantes, qui pouvaient peser. Le deuxième élément également quand on a fait qui était aussi important, c'est également tirer profit de toutes les sources entre guillemets de captation de trésorerie qui pouvaient exister. Un des éléments que j'ai mis en place, c'est au niveau de la comptabilité. J'ai demandé de récupérer tout ce qui était crédit TVA. Les entreprises exportatrices, comme on le sait dans la comptabilité, peuvent demander le remboursement des crédits de TVA. Donc, ça, on a mis les équipes en place, on a échangé avec les impôts et ça, ils nous ont remboursé une bonne partie des crédits de TVA. Donc, ça constitue du cash pour nous. Deuxième élément également aussi, aujourd'hui, l'État, en tout cas en Côte d'Ivoire, a permis le décalage de paiement des charges sociales. Donc, tout ça, là, ça postpone les sorties de trésor. Donc, ça, on a mis également en place aussi les équipes pour qu'on puisse mobiliser ces éléments-là. Troisième élément également, aujourd'hui, ce qui a été fait, il y a tout ce qui est fait pour accompagner les employés qui sont en chômage technique. Donc, on travaille avec nos salariés pour pouvoir également aussi postponer les sorties de cash qu'on peut faire dessus. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Donc, pour nous, ce qui était important, c'est, OK, la crise est arrivée, quelles sont les zones de coûts fixes les plus importantes? Lorsque j'ai identifié ces poches-là, je dis, qu'est-ce que je peux faire et que ça va véritablement nuire à l'entreprise? Donc, il faut vraiment identifier cela et prendre les mesures qui sont difficiles, certes, mais il fallait les prendre. Donc, ça, j'ai pris ces mesures-là. Ça, c'est le premier moment qui est la situation présente. Mais en même temps, il faut préparer la sortie ou en tout cas la suite. Parce que c'est très important, dans toute crise, il y a des opportunités. Donc, quand j'ai identifié dans le secteur de la noix de cajou, quel était l'élément clé aujourd'hui, c'est de capter de nouveaux clients. Parce que nous, on travaille avec des gros acteurs, des gros traders, 2 qui sont en France et 2 qui sont aux États-Unis. Donc, dès que vous voyez que votre activité est impactée par cela parce qu'ils arrêtent, c'est vraiment votre chiffre d'affaires quasiment à 80% qui s'arrête. Donc, il faut diversifier le type de clients. Donc, dans ce sens-là, pour diversifier le type de clients, il y a un premier élément qui est important, c'est la certification. Aujourd'hui, si on veut vendre à beaucoup de clients, ils demandent des certifications. Donc là, on a fait un élément clé. Donc aujourd'hui, j'ai orienté tous les investissements qui étaient prévus vers la mise en place et l'obtention de la certification. C'est sur ce qu'on travaille. Donc j'espère pouvoir terminer dans les 2 mois, 3 mois qui arrivent, à avoir la certification. Ce qui permettra effectivement d'avoir une nouvelle base de clientèle. Ça, c'est le premier élément pour la préparation de la sortie de la crise. Deuxième élément qu'on a fait, on est resté constamment en relation avec nos clients. Ce qui a fait que les productions qui étaient en cours, nos clients ont tenu leur engagement de pouvoir le prendre. Même si maintenant les délais de livraison sont plus longs parce que le transport maritime est plus compliqué, mais ils ont tenu à respecter cet engagement. Parce qu'on a gardé ce lien constamment avec eux, échanger sur ce qu'on peut faire. Ensuite, le troisième élément qui était important pour moi, c'était l'amélioration du matériel de production. Je m'explique. Lorsqu'on avait les pièces de rechange à acquérir, il fallait s'adresser aux fabricants qui étaient on pouvait se faire des pièces de rechange localement avec des acteurs en local. Ce qu'on ne faisait pas avant. On avait juste le réflexe de dire, OK, cette pièce-là, je la veux. Qui était le fabricant? C'était au Vietnam, je commandais. On se rend compte que sur le marché local, on pouvait en trouver. Donc ça, on a commencé à faire ça. Voilà. J'ai également initié des réflexions avec les écoles professionnelles qui sont capables de pouvoir fabriquer ces pièces-là. Donc ça, j'ai mis les équipes techniques, les écoles professionnelles pour avoir cet échange-là. Pour qu'à la suite de la crise, on ne fera que des commandes à l'étranger, que des pièces vraiment qu'on ne peut pas avoir localement. Donc ça, c'est vraiment un changement de mentalité au niveau des actionnaires
qui ont vraiment pris conscience de ce qu'on peut faire localement. Donc, c'est vraiment un élément qu'on a sur lequel on a joué. Donc, pour résumer ce que j'ai fait, premier point, j'ai identifié quels sont mes coûts fixes. Mes coûts fixes, quelles sont les décisions qu'il faut prendre pour les réduire drastiquement. Deuxième élément, j'ai réorienté tous les investissements vers les endroits les plus importants pour préparer la sortie de crise. Donc, tout ce qui était prévu dans les investissements-là, j'ai mis sur, l'amélioration du matériel de production et l'obtention de certificats pour pouvoir avoir une palette de clients plus large. Voilà, pour ne pas être trop long, voici un peu le résumé de ce que j'ai fait sur la crise actuelle. Étienne? Oui, voilà, j'étais en train de parler dans le vide. Merci infiniment, Adama. C'est également un témoignage assez saisissant parce que des trois activités, alors quand on a une activité exportatrice, là, son business est totalement à l'arrêt puisqu'on ne peut plus sortir la moindre marchandise. Donc là, il n'y a plus aucune autre solution que d'abaisser pour atteindre le seuil de rentabilité, donc de diminuer ses coûts fixes, de variabiliser ses coûts fixes. Et donc là, effectivement, il a fallu passer par du chômage partiel, mais pas simplement un certain nombre de mesures malthusiennes, mais aussi préparer l'avenir, anticiper, préparer des certifications, parce qu'au moment de la reprise, et c'est toujours comme ça que ça se passe, il y a des opportunités pour ceux qui ont su se préparer et qui ont su préserver du cash. Donc, je sais que tu es un financier émérite et que le pilotage par la trésorerie est quelque chose qui permet justement d'éviter de se prendre le mur. Et donc, merci d'avoir partagé aussi cette expérience à la fois financière et business. Et dans tous vos témoignages, on voit bien que la clé, ce ne sont pas simplement des leviers financiers. Évidemment, ces leviers peuvent être activés, mais à un moment donné, les dettes bancaires, les investissements, ça se paye avec le cash généré par vos activités. Et dans beaucoup de cas, les marges de manœuvre sont au niveau du besoin en fonds de roulement et pas simplement au niveau de l'excédent brut d'exploitation. Donc finalement, on en revient toujours à ce pilotage au plus près par les flux de trésorerie et à ces relations de confiance que vous créez avec l'ensemble des parties prenantes, à commencer par vos clients. Merci encore Talibi pour le témoignage de ce recouvrement empathique qui est une façon de recréer du lien et de montrer finalement qu'on est tous, qu'on partage une sorte de communauté de destin et qu'on va sortir grandi de ces difficultés. Donc, on a encore quelques moments pour de questions-réponses et je n'ai pas du tout besoin de terminer avec cette slide que vous allez de toute façon retrouver dans mon article, mais où il y a de toute manière des leviers d'exploitation et des leviers de financement, et tous les trois dans vos exposés, vous avez bien prouvé que les leviers d'exploitation et le fait de préparer l'avenir tout en étant extrêmement conscient de votre trésorerie étaient déterminants. Ma conclusion avant les questions-réponses, c'est que effectivement, les prévisions de trésorerie doivent être revues et il faut absolument que ce soit un processus collectif. Vous ne pouvez pas simplement, au motif que vous êtes excellent en matière de finances, décréter vous-même de nouvelles prévisions de trésorerie et de chiffre d'affaires. Il faut embarquer l'ensemble des équipes, notamment les équipes commerciales et les équipes de production, pour que les personnes puissent se réapproprier des objectifs. Et effectivement, quitte à changer les indicateurs de performance, et Reda et Talibi ont remis en œuvre des KPI, des indicateurs de performance pour se focaliser sur la nouvelle donne effectivement de l'activité. Et in fine, ça pose la question de quelle est la valeur de votre entreprise. Et la valeur de votre entreprise, au-delà effectivement de la trésorerie dont vous disposez, c'est la qualité des liens que vous avez su tisser avec votre environnement. Voilà. Donc, est-ce que, Alexis, merci encore d'ailleurs d'avoir pu permettre de mobiliser des témoignages aussi complémentaires. Est-ce que nous avons des questions sur le forum de discussion, parce que je n'ai pas pu les regarder évidemment pendant l'ensemble des speeches. Est-ce qu'on peut en sélectionner une pour chacun des intervenants éventuellement, puisqu'on a encore une dizaine de minutes? Merci beaucoup Étienne, merci Adama, Reda et Talibi. Nous avons beaucoup de questions. Nous essaierons de les catégoriser en différents items. Donc, on a des questions sur le business model en général. Nous avons des questions sur la gestion de la liquidité. Nous avons des questions sur les difficultés structurelles et spécificités sectorielles.
Alors, est-ce qu'on les remet suivant, moi je préfère les présenter et laisser libre cours à chacun des intervenants, en fait, de pouvoir choisir laquelle catégorie de questions ils souhaiteraient intervenir, si vous n'y trouvez pas d'inconvénient. Étienne, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, chers intervenants? Oui, mais alors on va essayer parce qu'on n'a pas le temps de les passer toutes. Donc, par exemple, sur le business model, de toute façon, elles sont toutes impactantes, mais prenons-en une pour Reda. Ensuite, Talibi va rebondir, mais par exemple, sur le business model, elle s'applique à tous les trois. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme question maintenant que j'ai de nouveau accès à la conversation? Alors, oui. Nous avions des questions comme quelle implication le télétravail pourrait-il avoir sur l'allocation des ressources, par exemple? Donc, réduction de salaire, prime de transport et autres. Donc, on a ce type de questions. Le télétravail, alors Talibi a fait du télétravail présentiel, alors Reda, il est en plein cœur dans son activité de distribution, c'est un acteur de la transformation numérique. On va demander à Talibi peut-être sur le télétravail, puisqu'il a inauguré le concept de télétravail présentiel que je reprendrai dans mes cours. Merci. Nous, on a mis en place ce que j'ai appelé télétravail présentiel. En même temps, il fallait réduire le coût de connexion, les difficultés d'accès à nos équipes, parce qu'il y a certains quand même qui souhaitaient venir travailler. Donc, ce qu'on a fait, on a mis une partie des effectifs en congé. Tout ce qui était en charge de la comptabilité, du commercial, du recouvrement, on a maintenu une équipe on a organisé tout ce qui est déplacement. On partait les chercher, des véhicules partaient les chercher chez eux, ils les ramenaient au bureau, on les ramenait avec des horaires aménagés. Ces gens continuaient à travailler. En même temps, il y avait très peu de personnes sur place. On respecte les distances, la distanciation sociale et avec avec le respect des mesures barrières, lavage des mains, ainsi de suite. Et ça nous a permis quand même d'être productifs. On avait des interactions, mais par téléphone, en direct. On pouvait se parler. Ça a permis quand même de gagner en efficacité. En efficacité, on arrivait à suivre les travaux des uns et des autres. Et pour moi, c'était un bon choix. Parce qu'on avait des gens qui étaient motivés, qui se sentaient écoutés, qui partageaient avec nous en direct les difficultés, les attentes, les craintes, en même temps qui nous faisaient des propositions très intéressantes pour la continuité de l'activité et comment faire, quelle approche adopter pour les clients. Et je pense que c'était une très bonne expérience pour nous. Les employés étaient rassurés, ils se sentaient pris en charge. Simplement, le fait d'aller chercher un employé chez lui à la maison, le ramener. Et souvent, quand il y a eu un des quartiers à Abidjan ou au Pougon où il y a eu des événements, là, c'est vraiment tous les employés qui étaient dans la zone, je leur ai demandé de rester chez eux pendant 14 jours. Et voilà. Donc après, on les a rapatriés, on partait les chercher. Donc nous, ça nous a permis quand même de continuer à bosser comme si dans un environnement normal. Et déjà, on n'avait pas, c'est seuls les clients qui n'avaient pas accès à nous. Voilà. On répondait au téléphone, aux mails, les clients n'avaient pas accès à nos bureaux, sauf sur rendez-vous, sauf les clients qui décidaient de venir faire des paiements. Par contre, on les recevait sur rendez-vous, parce que c'était assez important. Les clients qui venaient faire des paiements, aller récupérer des chèques, sur des paiements, voilà. Donc, on les recevait sur rendez-vous. Voilà ce qu'on a mis en place. On n'a pas réduit des effectifs, on n'a pas mis en œuvre des plans de chômage technique, on a maintenu des employés en place, on a accordé des congés à ceux qui en avaient. Ça nous a permis de liquider nos stocks de congés, ce qui est une bonne chose déjà. En 2 mots, voilà ce que je peux dire. Alors, pour le télétravail, Talibi, alors effectivement, peut-être que ça va d'ailleurs complètement impacter le secteur de l'immobilier. Et peut-être, parce que je suppute dans cette question, il y a une question, est-ce qu'il y aura finalement une sorte de baisse des prix puisque les gens vont travailler chez eux, donc ça coûtera peut-être moins cher en bureau et donc ça permettra peut-être effectivement de télétravailler dans le monde entier et donc une sorte d'impact un peu négatif d'une forme d'ubérisation du travail, alors y compris dans le domaine tertiaire. C'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Il est évident qu'il y a des activités qui ne seront pas impactées par le télétravail, qui sont intrinsèquement présentielles. Et dans le bâtiment, je pense que le télétravail des limites. C'est pour ça que j'aime bien cette notion de télétravail présentiel. Alors la question suivante, parce qu'on a peu de temps, donc elle va être pour Reda et ensuite pour Adama, c'est sur les plans de crise. Alors Reda est un financier émérite également et apparemment il travaille, il pilote
son activité par les scénarios. Donc, il y a une question qui dit, il y a un intervenant qui demande est-ce que finalement, une partie des difficultés ne sont pas liées à l'absence de plan de crise. Donc, quel est le conseil que vous pourriez donner parce qu'on ne peut pas faire 36 business plans. Donc, vous aviez des plans de contingence, vous avez fait des plans de contingence. Qu'est-ce que ça enseigne en termes de flexibilité, en termes de prise de décision rapide pour ne pas être pris au dépourvu? Merci Étienne et merci Talibi pour le témoignage. Par principe, en fait, je pense que tout entrepreneur doit toujours en fait envisager le pire des scénarios. Parce qu'en envisageant le pire des scénarios, si celui-ci ne se produit pas, au moins on est prêt. D'accord? Donc, moi, je pense, en tout cas à titre personnel, et ce n'est qu'un avis, je ne suis pas un expert, c'est qu'aujourd'hui, quand vous écoutez et que vous vous documentez, c'est vraiment une des rares fois où il y a une crise où personne n'est réellement capable de dire ce qui va se passer. Donc, chacun a une opinion, mais il n'y a pas de data, il n'y a rien, donc on a une constatation. Et donc, à partir de là, nous, on est parti sur le principe que les choses allaient se passer mal et on a mis en place tous les scénarios sur chacun des segments dont nous avons discuté et c'est à partir de là qu'on a construit le case avec toutes les équipes pour pouvoir planifier en fait la réponse qu'on allait mettre en place. Et donc, j'ai vu des citations là dans votre présentation et donc dans votre article également sur le fait que il faut toujours planifier parce qu'à la fin de la journée, quand on ne planifie pas, on va selon la direction du vent et on ne sait jamais où on arrive. Et donc, typiquement, pour un entrepreneur et dans une situation de crise comme celle que nous vivons dans le Covid, pour moi, c'est une hérésie de ne pas planifier parce que même en planifiant, on peut contrôler ce qui est dans notre scope de contrôle. Par contre, on ne contrôle pas ce qui se passe nécessairement à l'extérieur. La crise économique qui arrive, donc il y a eu la crise sanitaire avec le Covid. Donc, c'est là où on est tous focus. Donc, on parle des mesures barrières, de ce que Talibi a fait avec le présentiel, etc. Par contre, on ne parle peut-être pas assez de la crise économique qui va venir juste derrière et qui, pour moi, en tout cas, à titre personnel, sera beaucoup plus importante et beaucoup plus grave que la crise sanitaire qu'on a vécue. Donc, pour celui qui a posé la question, en tout cas, quelle que soit la taille de l'activité, pour moi, dans ce genre de situation, il faut vraiment planifier le pire des scénarios et se baser sur le pire des scénarios pour sortir les chiffres. Hein, les chiffres ne mentent pas. J'ai vu une autre citation là chez vous. Donc, moi, j'aime bien celle de Deming. Sans data et donc sans chiffres, vous n'êtes juste qu'une autre personne avec une opinion. Donc, c'est quelque chose qui est clair. C'est Deming qui le dit. Et donc, de la même façon, lorsqu'on planifie le pire des scénarios, on sort les chiffres et on met en place le business case pour exécuter derrière. Merci infiniment. Ça permet effectivement de se poser des vraies questions. Alors évidemment, par planification, HEC, on n'est pas du tout des fans de la planification quinquennale soviétique, mais on est encore moins fan d'un certain nombre de modes de pensée qui consistent à dire que le management, c'est de l'improvisation totale. Quand vous avez, comme Reda, Talibi ou Adama, des entreprises d'une centaine de personnes, l'improvisation totale, alors que vous avez des salaires à payer tous les mois, des gens qui vous font confiance, des familles qui vous font confiance, c'est juste de l'incompétence et c'est l'antithèse du management. Donc, dans ce sens-là, la planification permet d'éviter d'être pris au dépourvu et d'anticiper ce qui pour d'autres seraient des surprises stratégiques et des opportunités. Et vous l'avez bien montré, on a vu chez Talibi des activités proactives d'investissement dans une activité de production de parpaings lorsque ça va redémarrer, parce qu'évidemment ça va redémarrer. Et c'est ça qui fait la quintessence d'un entrepreneur, qui est de pouvoir saisir des opportunités. Adama, il y a une question qui est absolument pour toi, parce que je sais que tu pilotes tout par les financements et tout. C'est comment trouver le bon équilibre entre le BFR et l'excédent brut d'exploitation. Donc là, on est effectivement dans le EBITDA minus change in working capital requirements. Donc, quel est l'arbitrage qu'il faut faire? Parce que évidemment, faire crédit, avoir un gros BFR, ça peut être tentant pour augmenter son chiffre d'affaires. Quelle est ta religion en matière finalement de génération de free cash flow, puisque au final on en est là et ce fameux EBE moins delta BFR. Bon,
Pour faire simple, moi j'ai tendance plutôt à réduire autant que faire se peut le BFR. Et le meilleur BFR qui puisse exister, ça va être un BFR négatif. Ah, ça c'est les modèles de plateforme. Les modèles de plateforme où on a même davantage d'argent que ce qui vous appartient à vous. Voilà. Et ça, et dans le bâtiment, on le trouve aussi parfois. Effectivement, vous ne démarrez pas un chantier sans être payé parce que sinon vous n'allez pas enlever des parpaings chez vos clients. Et donc, pour moi, les meilleurs financiers, ce sont souvent des artisans qui alignent quand ils commencent à poser un échafaudage, etc. au fur et à mesure du chantier, parce que sinon, c'est votre marge que vous tuez et vous jouez à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Donc pour toi, Adama, c'est avant tout un travail sur le besoin en fonds de roulement et en essayant même dans l'idéal de privilégier des activités avec BFR négatif. Donc moins, ça fait plus. Là, par exemple, la crise qui est arrivée, à ce que même Reda disait, c'est que personne ne peut anticiper la sortie. Mais quels sont ceux qui seront plus en difficulté, entre guillemets? C'est ceux qui ont des BFR plus importants ou ceux qui ont des CAPEX plus importants. Voilà. Donc, ceux qui auront réduit au maximum le BFR seront un peu plus flexibles dans cette phase de crise-là. Dans une phase normale, OK, on peut piloter le BFR parce qu'en face, ce qu'il faut pour couvrir, maybe. Mais dans une phase telle que celle-là, avoir un BFR tout petit ou voire négatif, ça aide à être agile. Donc, si je dois me poser la question entre le BFR et les BE, très clairement, je mettrai le premier accent, en tout cas pour la survie de l'entreprise, déjà, c'est de minimiser autant que faire se peut le BFR. Merci infiniment. Et on a d'ailleurs, on voit des entreprises qui sont encore quasiment déficitaires comme Spotify, qui continuent à croître parce qu'elles ont un BFR négatif. Donc faites très attention. Moi, quand j'étais étudiant sur le campus, un prof me disait, par exemple, le stock, qui est aussi cher à Reda, l'inventory, l'inventaire, il disait à côté du résultat, c'est l'éléphant à côté de la souris. Et donc très, très important. Alors justement, une question pour Reda peut-être. Est-ce que le coût des emprunts auprès des banques a été plus élevé qu'en période normale? Est-ce que vous avez cherché justement à vous constituer un volet de trésorerie? Est-ce que vous sentez, vous, sur le terrain, ou Reda ou Talibi, un durcissement des conditions financières de la part des banques commerciales? Nous, à titre personnel, en fait, le coût de l'argent, de toute façon, en Afrique, pour parler de l'Afrique subsaharienne, est largement plus élevé que le coût que vous avez déjà en Europe ou aux États-Unis. Mais on parle des multiples de 10 en termes de coût de l'argent. Ceci étant dit, nous, on n'a pas essayé donc, de faire des prêts sur du moyen long terme. On a négocié des crédits spot. Et donc, les crédits spot, c'est des crédits à très court terme sur 60-90 jours. Et on a négocié les lignes sans les utiliser. Comme on a forecasté, en fait, on a anticipé le pire des scénarios, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a calculé de combien on aurait besoin et on a entamé immédiatement la négociation avec la banque au cas où on en aurait besoin. De manière très pragmatique, ils n'ont pas augmenté les taux. Par contre, c'est évident que dans la situation, parce que les banques africaines sont toutes soumises justement aux mêmes conditions et aux mêmes risques qu'il y a worldwide, je pense que leur enveloppe va être restreinte. Donc, c'est évident qu'il va y avoir une réduction de l'accès au crédit, d'accord? Et à un moment donné, c'est pour ça que ce thème qu'on étudie aujourd'hui pour les entrepreneurs, il est extrêmement important. C'est que si on n'anticipe pas ce qu'on disait en amont, vous aurez beau avoir une croissance du chiffre d'affaires et une croissance de la marge, si vous vous retrouvez avec un déficit en matière de cash, va arriver un moment où vous irez voir la banque et la banque ne pourra pas vous prêter. Et c'est comme ça qu'on entame une faillite. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on est en faillite parce qu'on est en déficit de paiement vis-à-vis des fournisseurs. Et les banques, à l'heure actuelle, donc, prêtent plus difficilement, mais c'est encore gérable. Derrière ça, si dans 3 mois, la crise économique elle frappe de plein fouet toutes les banques européennes, ben, ça va cascader sur l'Afrique, ça c'est évident. Et là, il n'y aura rien à faire si vous n'avez pas dès maintenant pris les mesures pour pouvoir anticiper la crise de cash. Donc, on regarde devant, c'est-à-dire on ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui, on anticipe ce qui va se passer dans 3, 4, 5, 6 mois en fonction de ce que les banques vont subir de la crise économique.
Alors justement, Talibi, alors vous avez développé un capital confiance avec l'ensemble de vos parties prenantes. Et quel est le type de dialogue que vous avez avec vos banques? Parce que dans vos activités de promotion immobilière, c'est des activités assez capitalistiques. Et qu'est-ce que vous avez pris? Est-ce que vous avez constaté déjà un renchérissement des taux ou de la propension à financer? Nous, en ce qui nous concerne, on n'a pas senti de changement majeur puisque toutes les lignes de crédit avaient été déjà négociées il y a 1 an, toutes les conventions ont été signées. C'est les déblocages qui se font en fonction de l'évolution des chantiers. Donc, les taux sont fixés. Bon, il n'y a pas de changement majeur à ce niveau. Et on prépare maintenant la phase. On a retardé au maximum les tirages, les différents tirages de financement. C'est maintenant avec la reprise que ces tirages vont être effectués pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité. Maintenant, en ce qui concerne les négociations ont eu lieu avec des fournisseurs et on a reporté des échéances, ça nous permet de souffler un peu. On a mis aussi l'accent sur les clients au comptant. Aujourd'hui, la majeure partie des clients, c'est une bonne partie de nos business. On a tout un segment de logement où les clients, on a mis en place des échéanciers, des paiements qui sont en fonction de l'évolution de construction. Ça réduit un peu le concours vers les banques à certains types de financement. Voilà. Merci infiniment. Alors, dans le secteur du bâtiment, de toute manière, effectivement, l'idéal, c'est quand même au fur et à mesure de l'évolution du chantier, parce que vous n'allez pas, si quelqu'un ne vous paye pas, vous n'allez pas lui enlever ses combles. Donc, c'est absolument nécessaire d'avoir un pilotage par affaires et par BFR. Et votre commercial est un directeur financier en représentation. Directeur financier et directeur technique. Ouais, en plus, oui, parce qu'il ne s'agit pas de raconter des carabistouilles et de faire un truc, oui, parce qu'en plus, vous avez une garantie décennale. Voilà, alors une dernière question pour Adama et on va conclure et je remercie encore Alexis de la qualité de ce panel. Est-ce qu'une gestion optimale de la trésorerie n'est pas assujettie à la mise en place d'un vaccin? Donc, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, ces prévisions de trésorerie ne sont pas sujettes à être révisées rapidement? J'anticipe déjà ta réponse, Adama, mais donc est-ce que toi, dans ton activité exportatrice, est-ce que tu t'apprêtes à complètement pivoter si nécessaire, comme tu l'as dit d'ailleurs? Je pense que je vais un peu plus élargir la question. Ce n'est pas tant la mise en place d'un vaccin, c'est plutôt la fin de la crise sanitaire. Parce qu'on peut ne pas avoir un vaccin et puis comme le SRAS en 2003, finalement, ça s'estompe et puis on passe à autre chose, quoi. Donc, est-ce qu'on a une visibilité sur la fin de la crise? Si on n'a pas visibilité, comment est-ce qu'on gère la trésorerie? Voilà. Bon, moi, je suis un financier, effectivement, je regarde tout à horizon 6-12 mois, mais c'est un peu de la gestion classique. En réalité, de toutes les prévisions qu'on fait, on sait très bien que ce qu'on pense, ce n'est pas ce qui va arriver. Donc, on est toujours amené à avoir une vision stratégique de la trésorerie, mais avoir une gestion tactique de cette trésorerie-là. Donc, moi, aujourd'hui, je ne me table pas sur la fin de la crise dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 12 mois. J'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai un client et j'ai des produits. Est-ce que mon client, lui, il est prêt à prendre mes produits? En tout cas, dans mon cas spécifique, oui, il est prêt à le prendre. Il y avait 1 mois, 2 mois, on n'avait vraiment pas de visibilité. Maintenant, ça commence à être un peu plus clair. Donc, on commence à évacuer les produits. Donc, en fonction de ce que mon client me dit et la possibilité d'entrée de cash, je gère ma trésorerie en fonction de cela. Si dans 12 mois, on n'a pas réussi encore à sortir de la crise, ce n'est pas pour autant que je vais baisser les bras aujourd'hui. J'en sais rien sur la fin. Voilà. Donc, pour moi, la gestion de la trésorerie n'est pas forcément liée au fait qu'on puisse avoir un vaccin sur la COVID. C'est plutôt de voir comment est-ce que mes clients finaux vont réagir. Si eux, ils sont dans le sens de ce qu'ils achètent mes produits, je vais piloter dans ce sens-là. S'ils ne sont pas en train d'acheter, qu'ils disent qu'il n'y a pas de visibilité, je vais garder beaucoup plus de cash auprès de moi en entendant des jours meilleurs. S'ils achètent, je peux me permettre de dépenser un peu plus. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment la fin c'est pas le vaccin qui va vraiment être le driver fondamental pour moi, mais c'est beaucoup plus comment est-ce que mes clients vont réagir face à moi. Merci infiniment. Et donc, on a… Oui, Alexis. Il y a une question très précise pour Reda. Donc, après, Adama, tu pourrais éventuellement demander à… Merci beaucoup, Adama. Excuse-moi, Étienne, de t'interrompre. Cette question est revenue plusieurs fois. Reda, la slide que tu as présentée a été beaucoup appréciée.
Mais beaucoup de personnes demandent quels conseils tu donnerais aux entreprises d'événementiel. Donc, les événementiels, on suppose que leur business a été arrêté totalement et qu'est-ce que tu, dans leur, dans, 55% ou 60% de leur chiffre d'affaires dépend d'événements. Et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil dans ce cas? Reda, oui. Tu es en mute, Reda. Désolé, merci Oui. Alexis. Je ne suis pas vraiment, pour être sincère, un expert sur le secteur de l'événementiel. C'est sûr que, enfin, en regardant les statistiques, les secteurs qui sont les plus à risque aujourd'hui, justement, c'est les secteurs en fait comme la restauration, l'événementiel, en fait tous les secteurs qui sont liés. S'il faut réunir des personnes au même endroit et qu'on sait que justement il y a les barrières de distanciation et tout, pour moi c'est plus dans ce genre de secteur-là qu'il faut réfléchir à une refonte du business model. Là, on n'est plus en train de parler vraiment sur du pilotage du cash parce que c'est les secteurs qui sont les plus graves et qui sont les plus lourdement impactés. Je crois que je lisais un article aux États-Unis, on parle de 86% de perte de chiffre d'affaires avec aucune visibilité de comment les choses vont se passer dans les mois à venir. Et pour moi, en plus, ce que je me dis, c'est qu'au-delà même de l'aspect business qu'on peut driver, il risque d'y avoir aussi des modifications comportementales. C'est-à-dire que les gens ne se comporteront plus nécessairement de la même façon après le Covid qu'avant. Donc ce secteur, encore une fois, je suis pas un expert, je suis pas dans mon domaine, c'est juste un avis personnel, donc faut pas le prendre comme une expertise. C'est que pour moi, je serai dans le domaine de l'événementiel. Je m'assierai avec toutes mes équipes et j'essaierai de réfléchir à voir comment justement anticiper, donc réfléchir de manière stratégique. Donc je réfléchirai plus en termes opérationnels. Je m'assierai, je ne sais pas si quelqu'un connaît, enfin si les personnes en question connaissent par exemple le modèle des forces de porteurs, je m'assierai, je regarderai les forces de porteurs, j'essaierai de comprendre un peu comment l'écosystème va évoluer et pour essayer de voir stratégiquement, ok, quel est le plan que je vais mettre en place. Il y a une des slides de Etienne où j'ai lu une quote qui dit une stratégie sans chiffres, donc c'est médiocre, et des chiffres sans stratégie, c'est médiocre aussi. Donc à un moment donné, c'est ce type de quote qu'il faut prendre. Là, pour les gens qui sont lourdement impactés, donc là, quand on parle de 86%, 90%, ou alors une activité qui est carrément à l'arrêt, c'est de la stratégie. Pour moi, en tout cas, c'est de la stratégie. Il faut s'asseoir, il faut avoir une réflexion stratégique et à partir de la réflexion stratégique, maintenant, mettre en place un plan pour s'en sortir. Les opportunités pour tout entrepreneur, elles viennent de moments difficiles. Et pour moi, les gens qui vont s'en sortir à la sortie du Covid, c'est les gens justement qui se seront assis et qui auront cherché à faire de ces difficultés des opportunités. Et je vous garantis qu'il y en aura qui seront beaucoup plus forts. Par contre, il y a énormément d'entreprises aussi pour moi qui disparaîtront parce que justement, elles n'auront pas anticipé, elles seront restées assises dans une position attentiste. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je suis vraiment désolé, je ne suis pas un expert dans l'événementiel, mais moi, mon conseil, ce serait d'avoir une réflexion purement stratégique. Mon business, il est à moins 86%. Ce n'est plus des questions opérationnelles, c'est de la strat maintenant. Et il faut s'asseoir et parler strat. Merci, Reda. Merci infiniment. Alexis, je pense qu'il est temps de conclure. On n'épuisera pas de toute façon ce sujet, mais en tout cas, je te remercie, Alexis, d'avoir sélectionné ce panel. De toute façon, oui, on peut diffuser ces slides et l'essentiel du propos, en tout cas de la structure, peut se retrouver dans l'article qui a été déjà partagé. Moi, je voulais en profiter pour vraiment remercier Reda, Talibi et Adama d'avoir partagé leur expérience, parce que de toute façon, ce sont les entrepreneurs qui sont au cœur du réacteur. Je voudrais aussi tirer mon chapeau aux experts comptables qui très souvent ont été, ou aux responsables financiers qui, aux côtés des entrepreneurs, ont fait un travail essentiel pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, pour avoir fait la jointure avec l'ensemble de ces dispositifs d'État qui changent quasiment tous les jours. Et donc, cette sorte de communauté de destin fait qu'au final, on va dépasser cette crise
qui est un contre-coup absolument évident, mais qui va effectivement complètement changer la donne en matière d'organisation de travail, en matière de relocalisation, en matière de besoins essentiels, ce qui va créer des opportunités, et j'en suis absolument certain, à la fois pour les activités de Reda, pour celles de Talibi, parce que le monde va changer la manière dont les gens vont s'organiser dans le tertiaire, dans le résidentiel, etc., et dans les différentes activités d'Adama. Alexis, encore merci pour ton activité au sein du bureau HEC Afrique de l'Ouest. Merci aussi à toute l'équipe d'HEC pour avoir permis la réalisation de ce webinaire qui sera probablement aussi disponible après reformatage sur YouTube. Et puis donc Alexis, je te laisse conclure si tu veux bien. Merci beaucoup Étienne. Je remercie particulièrement Reda, Talibi et Adama pour avoir facilité cette session. Étienne, je te remercie encore parce que je profite pour passer l'information. Étienne est professeur principal sur un cours d'entrepreneuriat qui démarre à Abidjan à partir du mois d'octobre et qui est intégré dans un programme dénommé Certificat exécutif en leadership et entrepreneuriat. Donc, vous aurez l'occasion encore de voir Étienne Krieger avec nous dans les semaines à venir. Pour les autres, je vous dis merci infiniment. Merci à tous les participants. Sans vous, ceci n'aurait pas été possible. Vous avez été nombreux. Nous essaierons de reformater tout ceci en le rendant disponible sur YouTube. Je voudrais remercier particulièrement Emma du Centre IDEA qui a facilité énormément cette session. Merci beaucoup Emma. Merci à Charles, Florent, Adrien et merci à toute l'équipe. Je vous dis à très bientôt sur les autres webinaires de HEC Paris. À bientôt. Merci, au revoir.